Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro de Pile d'Histoire. Je vous rappelle le principe, donc c'est une émission complémentaire du podcast Parole d'Histoire. Et je vous propose des petites présentations des livres récemment parus que j'ai reçus. Ces livres, je ne les ai pas lus en entier, mais juste l'introduction, de quoi les situer et les présenter pour donner envie ou pas d'aller plus loin. Alors aujourd'hui, une sélection de beaucoup de livres en histoire politique du XXe siècle. C'est pas forcément le genre d'histoire que je préfère, mais en période électorale, ça prend évidemment un peu plus de relief. Vous retrouvez les références des livres dans la description ci-dessous. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner. Alors on commence avec du très classique, avec deux biographies publiées chez Perrin. Biographie de Paul Deschanel, président de la République au lendemain de la Première Guerre mondiale, par Thierry Billard, qui est en fait la réédition d'un livre de 1991, et la biographie de Georges Bidault, grand résistant, puis homme politique majeur de la 4ème République, et ensuite engagé pour l'Algérie française par Maxime Tandonnet. Alors les deux livres, on peut les prendre ensemble, c'est le même éditeur. Dans les deux cas, c'est des biographies de facture classique, solides évidemment, si on s'intéresse à ces personnages, à l'histoire politique de la période. C'est évidemment des biographies traditionnelles, assez psychologiques, c'est pas de l'histoire sciences sociales, et c'est aussi intéressant parce que dans les deux cas, c'est signé de non-historiens, Thierry Billard, donc pour Paul Deschanel et éditeur, Maxime Tandonnet est haut fonctionnaire, et en fait c'est assez fréquent pour ce type d'ouvrage en histoire politique, on voit souvent un peu des croisements entre monde académique et puis monde plus large des élites cultivées qui s'intéressent à la chose publique. Alors le livre sur Paul Deschanel, c'est une tentative un peu de réhabilitation de ce président qui a été beaucoup moqué parce que court des histoires sur la fin de sa présidence, la folie entre guillemets, qu'il aurait contraint à démissionner. Et donc l'auteur, Thierry Billard, voudrait démontrer que c'est pas si grave, un peu le réhabiliter, je cite, avec le parcours d'un homme pas plus mauvais, pas plus incapable, moins méritant, pas moins habile, pas moins talentueux ou brillant, ou pire que tant d'autres. Bon, on fait plus fort comme éloge. Alors je suis quand même allé regarder les passages en question qui veulent démontrer que donc Paul Deschanel, qui démissionne de la présidence fin 1920, n'est pas fou, entre guillemets. Ça dépend un peu quand même de ce qu'on met derrière le mot de folie, parce qu'il y a deux incidents qui sont bien attestés, qui montrent que c'était quand même visiblement quelqu'un de très perturbé. Il est tombé d'un train présidentiel au milieu de la nuit, sans doute à cause d'une crise de somnambulisme. Et puis on l'a retrouvé se baignant, tout habillé, à 6h du matin, dans un bassin du château de Rambouillet, où il était en période de repos. Donc, bon, il avait un équilibre quand même un peu discutable. Du coup, je signale un livre de Patrick Vell que je n'ai pas reçu, mais qui, sur ces enjeux, paraît intéressant, qui s'appelle « Le président est-il devenu fou ?» C'est sur la façon dont le président américain Woodrow Wilson était lu par Sigmund Freud. Alors Bidault, Georges Bidault, c'est un personnage quand même de beaucoup plus grande envergure que Paul Deschanel, et Maxime Tandonnet souligne dans son avant-propos le paradoxe, c'est que si Bidault était mort pendant la Deuxième Guerre mondiale ou juste après, finalement il y aurait presque peut-être autant de collèges ou de rues Bidault que Jean Moulin ou Pierre Brossolette, parce que c'était un résistant de premier plan, c'était quelqu'un de tout à fait majeur, mais sa réputation a été quand même entachée par le fait qu'il a été au pouvoir. Il a exercé des responsabilités, pas toujours de manière habile, pour, par exemple, négocier la fin de la guerre d'Indochine. Et puis, surtout, il a été radicalement engagé pour l'Algérie française. Donc la bio donne des éléments d'explication. Alors, contrairement à la précédente, elle, il y a des notes et des archives. Donc c'est un travail de facture quand même plus approfondi. C'est aussi un livre qui s'intéresse à son épouse, qui était une femme assez exceptionnelle, puisque Suzanne Bidault était la première femme diplomate admise au grand concours du Quai d'Orsay. Alors une troisième bio, cette fois je l'ai lu de façon approfondie pour un article dans Le Monde des Livres, c'est la bio d'Emmanuel Dastier de la Vigerie par Aurélien Reynaud. La conversion d'un résistant, publié chez Fayard. Alors en fait, c'est pas exactement une bio, c'est plutôt un ouvrage de sciences sociales. C'est issu d'ailleurs d'une thèse de sociaux. Ça s'arrête en 1945, donc ça suit pas toute la vie d'Astier de la Vigerie. Et la question principale qui est abordée, comme le dit sous le titre, c'est la question de la conversion politique. Parce que Emmanuel Dastier, c'est vraiment une figure très très intéressante. C'est un homme qui est né dans un milieu aristocratique, catholique, traditionnaliste, qui était destiné à être officier, destiné voilà, à maintenir, on va dire, le niveau social de sa famille dans une forme de conformité à une éducation très austère, très stricte, etc. Et il fait tout l'inverse. Dès les années 20, il démissionne de la marine, il devient dandy, séducteur, dans les dancing de la Belle Époque, il a une personnalité très, très atypique. Et contre toute attente, entre guillemets, il se révèle, en fait, antifasciste, résistant. Il siège ensuite comme compagnon de route du Parti communiste sous la 4ème République.
Il fonde évidemment en 1940 le mouvement Libération Sud avec Jean Cavaillès, Lucie Raymond Aubrac. Donc il y a un peu une énigme autour de cette conversion. Qu'est-ce qui fait que un homme issu d'un monde aristocratique et dilettante devient un résistant de premier plan, un grand organisateur de la résistance? Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'Aurélien Reynaud donne une clé de lecture sociologique. Il montre qu'il avait des habitus, Emmanuel Dastier, des habitus aristocratiques qui longtemps se sont pas vraiment déployés à hauteur de ce qu'il aurait pu faire. Et puis lorsque la guerre arrive, c'est une conjoncture critique qui lui permet de remettre en avant ses dispositions héroïques. Et du coup, il trouve à exprimer des habitus construits auparavant dans une conjoncture critique. Coucou Michel Daubry et ses travaux qui ont travaillé sur les moments de désectorisation de l'espace social, ces moments plus fluides où du coup des trajectoires individuelles peuvent bifurquer comme celle-là. Et alors c'est aussi assez intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel Dastier, il n'a pas été officier comme ses frères tradis, etc. Il était trop jeune pour faire la Grande Guerre, ses frères étaient des héros, lui est né en 1900, il n'a pas pu faire la guerre, du coup il y a une forme de décalage entre ses aspirations et ses possibilités qui fait que dans l'entre-deux-guerres, il est dans l'errance, et puis ensuite il se réalise au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un bouquin très très intéressant, et qui s'inscrit aussi dans un peu une lignée de biographie sociologique. On peut penser à celle de Mozart, évidemment, qui est classique, par Norbert Elias, ou celle de Kafka par Bernard Lahire. Donc c'est des travaux qui renouvellent le questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire individuelle comprise dans son ancrage social. Alors, un dernier livre sous l'angle individuel, ce sont des mémoires, les mémoires de Jean Monnet en réédition chez Pluriel, avec une postface due à Éric Roussel, qui était son biographe, très sérieux. C'est un gros livre de 600 pages, c'est un livre dont la réédition, c'est une réédition, est préfacée par Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, donc c'est relié évidemment par les deux responsables politiques aux questions européennes contemporaines. Au-delà de ça, évidemment, c'est un document important, si on s'intéresse à Jean Monnet, si on s'intéresse à l'histoire de la construction européenne, c'est un document de premier plan. Pour continuer ce tour d'horizon, un peu en histoire politique, je vous propose de dire un mot d'un livre qui, là encore, vient d'un auteur qui n'est pas historien, mais qui est acteur du monde politique, Pierre Mananti, qui est donc qui a été attaché parlementaire, membre de cabinet ministériel, qui s'intéresse au gaullisme social. Le livre est préfacé par Hervé Guémard, qui a été ministre, un peu dans cette tradition du gaullisme social, lié à la fois au départ au général de Gaulle et, on va dire, à son ancrage dans le catholicisme social du nord de la France. Et puis ensuite, ça a été un courant un peu minoritaire, marginal dans le gaullisme, jusqu'aux années 90, où on va dire le dernier des gaullistes sociaux, vraiment, c'était Philippe Seguin. Donc le livre étudie à la fois les origines, les transformations. Alors, c'est un livre qui, clairement, est dans une forme de fidélité, voire de fascination pour le gaullisme en général, vu vraiment comme quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de distance vis-à-vis de ça. C'est vu de manière très positive. C'est un élément qui est intéressant, le gaullisme social. Il ne faut peut-être pas aussi le surestimer parce que la nation est quand même plus importante pour De Gaulle que la question sociale. Je renvoie à la biographie de Julian Jackson. Mais c'est quand même intéressant de penser à cette dimension sociale, notamment quand on réfléchit aujourd'hui à des formes de droitisation très très manifestes, ou voire de fascisation d'une partie de la droite contemporaine. Là, on est dans un autre temps, un temps où la question sociale, la question de la participation, la question de l'intéressement des salariés au profit de l'entreprise, voilà, étaient des enjeux qui étaient posés très ouvertement. Alors justement, en parlant de droitisation, il y a deux livres qui abordent les usages de l'histoire du côté d'une extrême droite identitaire, qui en a fait un élément central de sa stratégie politique et culturelle. Je ne vais pas m'étendre longuement sur le premier, le grand détournement, comment Zemmour falsifie l'histoire. D'abord parce que je me suis beaucoup exprimé sur Zemmour, j'ai participé à un livre qui démontre ses mensonges historiques, et en plus pour l'instant, il est passé quand même un peu au deuxième plan des préoccupations politiques, mais je voudrais saluer le travail des collègues qui ont produit aux éditions Atlante, donc ce livre, Le Grand Détournement. C'est un format différent du petit livre chez Gallimard, Zemmour contre l'histoire, avec des textes plus étoffés, avec des références bibliographiques, avec quelque chose qui est plus dense. Ça m'inspire juste la réflexion, voilà, une forme de fierté de faire un métier dont beaucoup de gens se sont engagés, y compris des gens qui ne sont pas des historiens, des historiennes militants, politisés au départ, mais beaucoup se sont engagés et se sont, à mon avis, montrés à la hauteur des enjeux, par conscience professionnelle, pour montrer pourquoi des manipulations historiques, des mensonges historiques, c'était un gros problème dans une démocratie. Donc bravo et merci à Pascal Briouat, qui est spécialiste de la Renaissance, qui a dirigé ce livre, et aux auteurs Sylvain Boulouc, Raphaël Branche, Vincent Duclerc, Florian Mazel, Chantal Morel, Léo Rosel, Pierre Serna, Françoise Thébault et Patrick Vell. Alors le deuxième livre sur les mêmes enjeux, c'est aussi un collectif, c'est Le Puits du Faux, enquête sur un parc qui déforme l'histoire, par Florian Besson, alias Actuel Moyen-Âge sur Twitter, Pauline Ducret, Guillaume Lancereau et Mathilde Larère, donc 4 collègues
spécialistes des 4 périodes, allant de l'Antiquité à la période contemporaine, en passant par le Moyen-Âge, l'époque moderne, et qui sont allés sur place en Vendée pour étudier comment fonctionne et qu'est-ce qu'on voit dans le parc, qui a évidemment un énorme succès avec 2 millions de visiteurs par an, un succès grandissant, avec 2 objectifs d'ici dans l'introduction. C'est d'abord comprendre du point de vue de la médiatisation, du point de vue de la médiation, de la vulgarisation des savoirs, comment ça marche, qu'est-ce qui fait qu'il y a un succès pareil, parce que c'est 4 collègues qui s'intéressent justement à comment intéresser au-delà de la sphère académique des gens à l'histoire. Là, il est clair qu'au Puy du Fou, ça fonctionne, donc comment ça fonctionne, et pourquoi ça marche aussi bien, mais aussi évidemment qu'est-ce qui pose problème dans l'histoire qui est racontée, qui est une histoire qui repose sur une lecture idéologique, identitaire de l'histoire de France, catholique, contre-révolutionnaire. Philippe de Villiers a expliqué très clairement que le parc, il l'a créé au départ pour valoriser la mémoire de ce qu'il appelle le génocide vendéen et donc dénoncer la Révolution et ses crimes. Et c'est Philippe de Villiers qui est l'auteur de tous les spectacles du parc. Donc il y a une vision politique derrière qui est manifeste, avec du coup une ambiguïté dans les spectacles, puisque le parc dit, voilà, on ne présente pas l'histoire scientifique, présente des choses romancées, etc. Mais ce faisant, c'est un parc qui multiplie dans ses spectacles, nous disent les auteurs, des clichés, des contre-vérités. Alors il y a des contre-vérités banales, du type les Vikings en casque à cornes. Bon, voilà, c'est un cliché banal. Et puis évidemment des choses beaucoup plus chargées idéologiquement, puisque l'ensemble confine une forme de discours de propagande sur une France catholique éternelle, ce qui est parfois vu par les gens qui se rendent au parc, et parfois ils n'en ont pas tout à fait conscience que dans tous les petits détails de la mise en scène jusqu'aux boutiques ou aux polices de caractère, voilà, il y a des éléments qui tendent à orienter l'histoire d'une certaine façon. Alors au total, c'est un livre qui ne dit pas n'y allez pas, ou abat les gens qui vont au Puy du Fou, mais plutôt attention, si vous y allez, voilà des éléments qui vous permettent de mettre à distance ce qui vous est raconté, de comprendre pourquoi on est loin de ce que c'est et de ce que produit l'histoire au sens savant. On est dans une mise en scène de l'histoire avec des arrière-pensées idéologiques. Alors sans transition, je termine avec 2 livres très actuels. Un petit livre dans la collection Repères à la découverte de Laurent Varlouzet sur l'histoire de la construction européenne depuis 1945. C'est un livre qui me semble indispensable. D'abord, il fait 120 pages, il est pas très cher, et indispensable en fait pour tout le monde, à titre de simple citoyen, citoyenne, quand on s'intéresse, on est à mon avis forcé de s'intéresser à l'Union européenne, à son fonctionnement, à son histoire. Donc je pense que c'est vraiment très utile d'avoir ce petit repère, surtout que Laurent Varlouzet, moi je l'ai reçu récemment dans Parole d'Histoire pour son livre Europe contre Europe, c'est quelqu'un qui sait très très bien expliquer les choses compliquées de façon simple, qui sait rendre accessible un sujet qui a des complexités juridiques, économiques, idéologiques. Là, ça fonctionne très bien à mon avis. Et puis enfin, aux Presses universitaires de Rennes, dans la collection Res Publica, le livre d'Elisa Steyer, sur la jeunesse de la gauche plurielle, 1993-1997. Donc c'est les tractations politiques qui vont de la claque prise par la gauche aux législatives de 1993 jusqu'aux accords qui permettent en 1997 la victoire de cette gauche plurielle et donc les 5 ans du gouvernement Jospin avec donc le Parti socialiste, les radicaux, chevènementistes, les communistes, les écologistes qui l'emportent, qui gouvernent. Alors moi j'ai ouvert le livre un peu sceptique, à vrai dire, sur l'intérêt de revisiter cette histoire très récente, très partisane, de quelque chose en plus de révolu. Mais en fait, c'est assez intéressant à lire dans le contexte, évidemment, des législatives et des accords à gauche compliqués, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, les tractations, les désaccords, les points d'achoppement, etc. Parce qu'en fait, on retrouve des enjeux qui sont très comparables, par exemple sur le nucléaire. On voit que dans les années 90, c'était déjà un point d'achoppement, mais évidemment, dans un contexte très différent, puisqu'à l'époque, il y avait un parti socialiste quasiment hégémonique, ce qui, évidemment, a disparu depuis. Donc, ça reste très intéressant pour un lectorat sans doute assez précis, mais que ces questions d'alliance à gauche intéressent. Un travail qui est stimulant, qui est issu d'un master qui avait reçu le prix de la Fondation Jean Jaurès. Alors voilà pour cette deuxième pile d'histoire. Donc merci d'avoir suivi l'émission. Au programme des prochaines, sans doute, Histoire des guerres, parce qu'il y a énormément de parutions sur les guerres mondiales, comme toujours. Et puis, si c'est possible, un peu de médiéval et peut-être très peu d'histoire antique qui paraît, ou en tout cas que je reçois, mais un petit peu de médiéval. Donc à suivre pour les prochaines émissions. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez commenter l'émission ci-dessous, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi m'envoyer un livre à mettre sur la pile puisque les coordonnées sont dans la description. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.